Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Et merci beaucoup au nom des 140 entreprises qui constituent notre fédération de nous accorder ce moment d'échange. Ma première question, autour de l'industrie générale, vous avez déclaré Madame la Ministre, 2019 sera l'année de l'industrie pour la France. Nous sommes très contents d'entendre ça et soutenons cette ambition. Nous menons des actions très concrètes au niveau de la fédération pour promouvoir l'image de l'industrie en France, notamment valoriser les métiers. À titre individuel, que pouvez-vous conseiller à nos chefs d'entreprise, adhérents, dirigeants, pour accompagner ce mouvement de valorisation de l'image de l'industrie en France ? Alors, c'est un combat important parce qu'aujourd'hui, le grand public a une mauvaise représentation de l'industrie. Ils associent l'industrie à des secteurs d'activité qui perdent des salariés, qui ferment, et à de la pollution, finalement à des secteurs sans avenir. On est plutôt dans cela que dans l'industrie technologique qu'on connaît nous. Donc tout l'enjeu, c'est effectivement de montrer le vrai visage de l'industrie. C'est pour cela qu'on a lancé cette année de l'industrie, qui s'est beaucoup appuyée sur la semaine de l'industrie, où on a accueilli 800 000 visiteurs, soit plus de 2 fois le nombre de visiteurs de l'année dernière, et qu'on a lancé le French Fab Tour, qui vise dans 60 villes moyennes à présenter de manière ludique à des jeunes, à des étudiants qui sont en train de s'orienter vers des carrières et à des demandeurs d'emploi, ce que sont véritablement les carrières dans l'industrie. Ça, c'est important et essentiel, mais il faut aller plus loin. Alors, comment vos entreprises peuvent s'engager ? D'abord, il y a tout le travail à faire avec les écoles, avec les collèges, avec les lycées, à la fois pour montrer les sites industriels, et ça aujourd'hui il y a une beaucoup plus grande ouverture de l'éducation nationale et des recteurs notamment pour permettre ces échanges entre les lycées, les collèges et les sites industriels. C'est, je dirais, le moment du collège où il faut donner des représentations imagées, il faut nourrir l'imaginaire des collégiens, et ensuite il faut commencer à les aider à s'orienter, et c'est tout l'enjeu des heures d'orientation qu'a prévu Jean-Michel Blanquer à partir de la 4e, donc ça arrive assez vite, 4e, 3e, seconde, première, terminale, et là l'objectif c'est de donner des modules, de donner des présentations des différents métiers de l'industrie pour que ce soit très concret et d'avoir des rôles modèles, peut-être des jeunes récemment embauchés qui expliquent pourquoi ils sont venus dans telle entreprise, qu'est-ce qu'ils y ont trouvé et quel a été leur parcours académique pour faire ce choix. Et puis, plus loin, c'est de s'engager sous l'étiquette, sous la bannière French Fab. Parce que la French Fab, c'est une façon de parler de manière plus moderne de l'industrie, d'en parler le coq bleu. Pourquoi on a choisi cette bannière ? D'abord parce qu'elle fait écho à la French Tech, le coq rouge, et on sait que ça a extrêmement bien marché en France et à l'international. Donc, on essaye de bénéficier de cette aura. Et puis, lorsque vous partez à l'international, parler de la French Fab, c'est quand même plus facile d'accès à tout le monde que de parler de l'industrie française. D'où cette French Fab. Et puis, c'est une façon d'utiliser un vocabulaire différent pour parler au grand public. Donc pour ces raisons, s'engager dans la French Fab, s'engager dans le club French Fab qu'ils ont le plus proche de chez eux, c'est une façon pour eux de bénéficier aussi d'échanges avec leurs pairs et de monter des actions qui permettent de changer le visage de l'industrie et de montrer combien elle contribue au changement de la façon de produire et combien elle est engagée dans la transition écologique et énergétique, et également combien elle est engagée dans des transformations numériques. Aujourd'hui, on ne devrait peut-être plus parler d'entreprises industrielles, mais d'entreprises technologiques. Le problème de nos industries aujourd'hui, c'est l'espèce de jungle réglementaire dans laquelle elles peinent à se frayer un chemin. Ces contraintes sont vécues par nos adhérents comme étant parfois contradictoires, parfois absurde, mais dans tous les cas, toujours très complexe et très cher à mettre en œuvre. Ça pénalise la confiance, ça pénalise la prise d'initiative et du coup, ça pèse sur l'investissement et l'embauche. Donc ma question est double. Avez-vous conscience de l'ampleur de cette extrême complexité et de l'évolution de cette extrême complexité ? Deuxième volet de ma question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous rassurer ? Peut-on imaginer que le cadre juridique et réglementaire, sinon s'assouplisse, au moins se stabilise, de sorte qu'on puisse offrir à nos entreprises, à nos industries, un peu de la stabilité et de la sérénité dont elles ont absolument besoin
pour assurer leur développement et leur croissance? Alors, c'est un sujet dont on est très conscient. On est très conscient d'abord parce qu'il y a un certain nombre de membres du gouvernement et de conseillers qui sont passés par le privé. J'ai moi-même dirigé une entreprise de taille intermédiaire. J'ai été directrice de business unit dans un grand groupe industriel international. Et je sais ce que c'est que de devoir documenter un dossier pour obtenir une autorisation administrative qui met en jeu différents services qui ne sont pas nécessairement d'accord les uns avec les autres. Et on le mesure aussi d'un point de vue international. Tout le travail qu'on a fait sur l'attractivité nous a permis d'améliorer les conditions fiscales des entreprises, puisqu'on a baissé l'impôt sur les sociétés et on va continuer. On a baissé la fiscalité du capital. On a consolidé la baisse des cotisations sociales en transformant le CICE qui pouvait à tout moment être enlevé aux entreprises. Et on a réformé le marché du travail. C'était 4 éléments indispensables. On sait qu'on doit aller plus loin, on a évidemment la réforme des impôts de production, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde l'évolution de l'attractivité de la France comme plateforme pour investir, c'est ce que nous dit EY dans son dernier classement des investisseurs étrangers, elle nous dit il y a aujourd'hui 2 sujets qui posent problème. Le niveau du coût du travail, qui demeure à un niveau élevé, et le deuxième élément, c'est la complexité administrative. Et cet élément-là, il est aussi repéré dans des classements. Alors, c'est pas celui qu'on utilise le plus dans notre expression publique, c'est celui du Forum économique de Davos, qui nous classe sur 140 pays en 105e position pour la complexité administrative. Autant dire qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir, même si, et on a accueilli ça positivement, on a gagné 10 places, on a fait un bon quantique de 10 places entre 2017 et 2018. Peut-être que ceux qui sont derrière nous sont devenus encore plus complexes. Peut-être, je ne leur souhaite pas, j'espère, ou je fais l'hypothèse que c'est lié à la réforme de notre marché du travail. Mais il faut aller plus loin, et c'est pour ces raisons qu'on s'est emparé du sujet, notamment dans le pacte productif pour le plein emploi de 2025, qui est un des projets que nous a confié le président de la République. L'objectif, c'est quelle est la trajectoire pour atteindre le plein emploi dans un contexte où on a une base industrielle de départ, ça c'est une donnée, on a des tendances de marché et on a une transition écologique, énergétique et numérique à accompagner. Donc comment fait-on pour non seulement accompagner en innovation les entreprises, mais les accompagner en transformation des compétences et faire en sorte que en 2025 on soit au plein emploi. C'est très important. Et dans ce groupe de travail industrie que moi je pilote, il y a le sujet de la facilitation administrative qui fait partie des 3 priorités de travail. Facilitation administrative, on va s'y prendre comment? On va commencer par une chose très simple. On a confié une mission, le Premier ministre qui l'a fait, à Guillaume Casparian, qui est un député, mais qui connaît aussi très bien le monde de l'entreprise, et qui va prendre des dossiers d'extension ou d'installation de sites industriels pour regarder quelles ont été les bonnes pratiques et les moins bonnes pratiques et en tirer un certain nombre d'enseignements pour le futur, peut-être des ajustements dans nos process administratifs, peut-être voir comment les préfets ou des points de contact peuvent faire en sorte que ça aille plus vite et plus efficacement, et puis des propositions potentiellement plus larges. C'est une première façon de répondre. Mais c'est pas un sujet qu'on va épuiser en une seule fois. On sait tous que la normalisation réglementaire est un péché mignon des Français. Il faut donc continuer à simplifier notre droit. C'est un objectif que nous a fixé le président de la République. Lorsque vous écrivez une norme, il faut pouvoir en défaire 2 autres. Lorsque vous êtes au Parlement, il faut répéter de la manière la plus pédagogique possible ce besoin de stabilité du droit des entreprises. Et puis, il y a un dernier levier qui est au niveau de l'Europe. Parce que nous avons un marché unique, mais qui n'est pas complètement unique, et c'est un obstacle au développement des entreprises à l'international lorsqu'elles veulent conquérir des parts de marché européens. Nos textes ne sont pas complètement bord à bord. Donc on peut avoir ici un rond, ici un carré, c'est à peu près la même idée, simplement ça colle pas. Et donc ça veut dire pour les entreprises de refaire une certification, de refaire des analyses, de réajuster leur appareil de production, et c'est pas efficace. Et ça, c'est un sujet qu'on a posé sur la table de la
nouvelle mandature, puisque vous savez qu'il va y avoir une nouvelle Commission européenne. Nous avons désormais un nouveau Parlement européen et au Conseil européen, nous avons posé notamment la question de l'approfondissement du marché européen avec, premier élément, quels sont tous les problèmes réglementaires ou non réglementaires qui nous empêchent d'avoir un marché unique, discipline par discipline, et puis ça sera pour fin décembre, et ensuite, comment on reprend secteur d'activité par secteur d'activité, ces points que nous remontent les entrepreneurs pour les traiter et pour soit avoir des reconnaissances réciproques, soit avoir des mécanismes de convergence, soit légiférer pour l'ensemble de l'Europe, mais à tout le moins permettre d'avoir un marché véritablement unique, ou en tout cas faire des avancées dans cette dimension. Donc, pour résumer, oui, on en est convaincu, on prend le sujet au plan national dans le cadre du pacte productif, et on ira plus loin, et on prend le sujet au niveau européen pour effectivement tenter d'aligner les réglementations. Il faut être clair, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça c'est, je dirais, le premier message. Et le deuxième message, c'est qu'on a clairement besoin aussi d'être nourri dans la co-construction par les entreprises sur ce qu'on peut aplanir, sur ce qui est ambigu, parce que on s'aperçoit souvent que dans les petits grains de sable qui compliquent la vie des entrepreneurs, il y a notamment l'interprétation des textes, et que cette interprétation des textes n'est parfois pas la même à Lille et à Marseille, et ça c'est un sujet que théoriquement on devrait être capable de résoudre très simplement, puisqu'il n'y a pas de législation à passer, c'est juste une bonne articulation de l'administration, une bonne lecture, une bonne façon de fonctionner. Et c'est tout l'enjeu aussi de la transformation que nous voulons mener au niveau de l'administration, qui est comment être au service de nos clients, qui sont les entreprises, que sont les citoyens, plutôt que d'être en contrôle d'administrer. C'est un changement de méthode. Et alors juste sur ce point de nourrir en fait vos réflexions et de co-construire, comment peut-on nous, de façon très concrète, alimenter vos réflexions? Comment peut-on communiquer avec vos services? Vous savez qu'on est organisé par filière, hein, dans la façon dont on interagit avec les professionnels. Notamment, on a des contrats stratégiques de filière dans un certain nombre, enfin 18 contrats stratégiques de filière, aujourd'hui 16 qui sont signés. Donc ça, c'est la première unité la plus évidente, c'est effectivement de capturer au niveau du comité stratégique de filière des éléments évidents de simplification qu'on peut porter, soit d'ambiguïté des textes, je reviens sur ça parce que l'ambiguïté des textes est la plus facile à traiter, ou d'interprétations différentes entre différents territoires, parce que ça peut se régler par une circulaire. C'est très simple, il suffit de l'écrire et de dire c'est comme ça qu'il faut comprendre. Soit parfois de contradictions réelles ou apparentes entre différentes normes. Et là, ça peut s'affiner soit par du réglementaire, soit par de la législation. C'est toujours plus compliqué d'aller sur la législation, ça prend toujours un peu plus de temps. Vous savez que par exemple la loi Pacte, on l'a travaillé dessus pendant 2 ans, mais c'est vrai qu'on est allé assez loin sur plein de thématiques en termes de simplification. Une dernière question, Madame la Ministre. Dans notre filière, nous, on a beaucoup de chance parce que nos produits touchent quasiment toutes les filières industrielles autres que la nôtre. On retrouve de la peinture, de la colle, etc. dans partout. Quasiment tout, tant mieux, pourvu que ça dure, y compris les segments les plus stratégiques de nos industries, donc l'aéronautique, le naval, le ferroviaire, le nucléaire, le BTP, l'automobile, j'en oublie plein. Simplement, ce sont des secteurs qui sont extrêmement exigeants en matière d'innovation, et donc nos adhérents à nous sont en permanence en train d'innover. Très important pour nous, ça rend les choses très intéressantes, néanmoins. Comment peut-on aider nos entreprises et toutes les entreprises industrielles qui ont besoin d'innover à continuer d'innover pour être plus compétitives, plus technologiques comme vous disiez tout à l'heure, plus digitales, plus respectueuses de l'environnement? En gros, comment on les aide à innover pour se projeter dans le futur? Alors, plusieurs sujets. Il y a d'abord ce qui se joue au niveau de la stratégie de chaque entreprise. Et c'est vrai qu'un travail de chaque entreprise sur son empreinte environnementale et sa capacité à la réduire
va être essentiel parce que moi, ma conviction, c'est qu'à la fin de la journée, ça va pas être la norme étatique, ça va être le client qui va faire la loi et qui va décider du jour au lendemain d'abandonner tel type de solvant, parce que j'imagine que dans les peintures, il y a du solvant, par exemple, encore un petit peu. dont on aura démontré qu'il pose un problème environnemental. Et ça, c'est des switches qui se font quasiment du jour au lendemain, et ça peut être très violent pour les entreprises. D'où la nécessité d'anticiper, et d'où la nécessité aussi de apporter des éléments de caractérisation de cette empreinte environnementale, parce qu'il y a aussi souvent de l'émotionnel dans ces sujets de transition, et on peut parfois vouloir aller très vite à des conclusions qui ne sont pas opérantes en fait. Les industriels me disent mais telle norme ne fait pas de sens. Oui, sauf qu'à un moment le consommateur et le citoyen ont changé, et que leur demander d'avoir une pensée complexe va être difficile, alors que si vous prenez le sujet le plus en amont possible, vous êtes en capacité d'être finalement ceux qui vont conduire la transition écologique, énergétique. Tout ça, c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est que nous devons continuer à préserver le crédit impôt recherche, et c'est pour moi très important parce que quand on regarde le parcours des 10 dernières années, ça a clairement été un levier de compétitivité majeur pour la France. Et quand je vois aujourd'hui EY qui annonce que nous avons autant de projets d'investissement dans des centres R&D que l'Allemagne et le Royaume-Uni réunis, je pense que c'est un très beau témoignage de réussite du crédit impôt recherche. Donc, on sait qu'on est en train de réviser un certain nombre de niches fiscales. C'est aussi une demande des entreprises de dire baisser les impôts en général et supprimer tout ce qui est spécifique. Donc, il faut aussi que tout le monde soit, je dirais, cohérent. Mais c'est vrai que le crédit impôt recherche, pour moi, c'est pas une niche fiscale, c'est une façon de rendre attractif notre marché des ingénieurs et des chercheurs. Et puis la troisième chose, c'est comment on accompagne un certain nombre de projets d'innovation. Alors, on le fait dans les contrats stratégiques de filière, où on a des projets qu'on finance spécifiquement et qui ont été portés par chaque filière comme étant particulièrement importants. On a un deuxième niveau d'action qui est le fonds d'innovation de rupture, où là, notre objectif est d'accompagner des transformations de rupture, des innovations de rupture. On pense tous à l'intelligence artificielle. On a déjà 2 projets qui sont partis sur l'intelligence artificielle. Les bioproductions, par exemple, pour la pharma. Les processus de stockage à haute densité énergétique. Voilà le type de projet sur lequel on travaille. Et puis, au niveau européen, au travers de dispositifs de travail commun, on peut penser à la batterie électrique pour les voitures de nouvelle génération. Là, on a fait un travail avec l'Allemagne, la Pologne nous a rejoints, d'autres pays sont en train de regarder pour nous rejoindre, pour créer une filière batterie électrique, parce que factuellement, on n'en a pas en Europe. Et quand on sait que c'est 40%, 30 à 40% de la valeur ajoutée d'une voiture électrique, on voit bien que soit on aura un gros problème pour notre industrie automobile, soit il faut qu'on s'empare du sujet et qu'on mette les moyens que les Chinois ont mis, que les Coréens ont mis ou que les Japonais ont mis dans ces projets-là. Donc voilà des manières de faire. Enfin, un troisième élément, c'est accompagner les entreprises de taille intermédiaire et les PME dans, je dirais, la montée en compétences et en gamme par rapport à l'industrie 4.0. Donc, c'est pas des dossiers de breakthrough, c'est savoir améliorer sa productivité en ayant des machines à commande numérique, des robots, des cobots, de la fabrication additive, une traçabilité de sa production de A à Z, une capacité aussi à flexibiliser sa ligne, faire des petites séries avec un coût très compétitif, prototyper rapidement, utiliser ce sur quoi on est fort en France, c'est-à-dire notre capacité de développement et de créativité, parce que c'est ce qu'on nous envie beaucoup à l'international, ces ingénieurs qui sont à la fois très techniques mais aussi très créatifs, pour retrouver de la compétitivité. Pour ça, on a lancé un plan d'accompagnement numérique de 10 000 PME, et je le dis tout bas, et ETI, parce que les ETI sont souvent les parents pauvres de nos politiques publiques. Elles sont trop grosses pour pouvoir bénéficier des programmes communs et trop petites pour avoir les moyens de s'imposer auprès de l'État et de demander des choses. Donc, c'est aussi pour elles. Et nous avons, je dirais, en accompagnement de ça, après le diagnostic numérique,
vous pouvez au fond vous lancer en investissant, et avec le dispositif de suramortissement qui concerne ce type d'équipement, donc robots, cobots, fabrication additive, etc. Vous pouvez bénéficier d'un petit avantage financier qui vous met un peu le pied à l'étrier et qui vous donne envie de passer à l'acte. Donc ça, c'est très important. Et je crois que ça va mettre aussi en regard des accélérateurs des pays que vous mentionnez. Moi, mon ambition, c'est qu'on ait vraiment un flux d'entreprises qui passent dans ces accélérateurs, parce que je crois que c'est une chance pour elles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les premières promotions de dirigeants et de COMEX qui sont passés dans ces accélérateurs, en règle générale, ils reviennent et nous disent « mais on ne va pas le quitter, l'accélérateur, on peut continuer encore un peu ». Donc ça montre bien que ça apporte quelque chose, et quelque chose de très profond à des entrepreneurs dont on sait que, en fait, dans la vie de tous les jours, ils sont parfois très très seuls. Et dans les transformations que nous vivons aujourd'hui, on a vraiment besoin, en fait, de partager, de transversaliser les données, et pas seulement par secteur d'activité, mais aussi avec les startups, avec d'autres secteurs d'activité qui, sur certains sujets, sont un peu en avance, tout simplement pour gagner du temps et être plus fort. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Au nom des 140 entreprises de notre fédération qui comptent beaucoup sur vous, merci beaucoup.